Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes là, qu'on je vais laisser quelques secondes pour tout le monde pour vous connecter. Il est 19 heures précise, 19 heures et une minute. Donc, je pense que c'était aujourd'hui important de vous parler parce que vous comprenez que la situation est quand même assez particulière. Je pensais jamais un jour au Québec devoir parler à des gens qu'on menace d'un couvre-feu total et d'un confinement encore plus sévère que celui qu'on a eu au cours des derniers jours, des dernières semaines, des derniers mois. On vit une situation vraiment unique et je sais que vous êtes inquiets, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés et aujourd'hui, ben, je veux répondre à vos questions. Je veux vous dire que vous n'êtes pas seuls, qu'on est nombreux, de plus en plus nombreux à s'opposer aux mesures sanitaires de plus en plus arbitraires, de plus en plus abusives du gouvernement Legault. Puis je pensais que c'était un moment très, très important de vous en parler maintenant parce que demain, à compter de 17 heures, on va savoir les détails de tout ça. Personnellement, je vais vous dire d'entrée de jeu que l'idée du couvre-feu, moi, j'y crois pas. J'ai l'impression que c'est un ballon politique qu'envoie le gouvernement Legault puis la CAQ présentement parce qu'ils veulent demain donner une image du premier ministre qui est beaucoup plus modéré, qui est beaucoup plus bon père de famille, puis que finalement, il va juste nous confiner encore un peu plus, mais qu'on ne peut pas trop chialer parce que ça va être moins pire que ce qu'on s'attendait. Donc, ils ont monté la barre, puis monté les mesures coercitives, monté les menaces pour que demain, Legault puisse avoir l'air d'un modéré, alors que ce qu'il va faire est encore plus extrémiste que ce qu'il a fait au cours des 10 derniers mois. Euh, Ceux et celles qui ont été là au cours des dernières semaines, vous savez, quand je fais des sessions comme ça, je prends vos questions, j'essaie de répondre au plus de questions possibles des gens. Vous pouvez continuer dans la section commentaires à poser des questions. J'ai des gens ici qui vont sortir les questions au fur et à mesure où elles apparaissent. Mais cet après-midi, on l'avait aussi mis en ligne, là. Je vous avais dit que je ferais un Facebook Live aujourd'hui. Donc, j'ai déjà des questions qui sont entrées un peu plus tôt aujourd'hui. Fait que je vais commencer à les lire et je vais commencer à répondre à ces questions-là. D'abord, il y a Sylvie Benoît qui nous demande pourquoi imposer un couvre-feu alors que tout est fermé. Cela signifierait-il que personne ne pourra prendre une marche en soirée au clair de lune? Évidemment, je n'ai pas encore les détails. Je ne sais pas demain euh, comment le premier ministre va justifier ça. Mais il y a une chose que je sais, c'est que on n'a jamais vécu ça en Amérique du Nord, là. On va être encore une fois les plus extrêmes dans ces mesures-là si jamais le gouvernement emprunte cette voie-là. Euh, je me pose même des questions, puis je sais que vous allez dire c'est anecdotique, c'est niaiseux, Eric, puis c'est juste ton chien, là, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des animaux de compagnie, puis je sais qu'il y a des gens qui ont des habitudes qui ne sont pas nécessairement toutes dans les mêmes normes. Mais moi, Mia, son dernier besoin de la journée, normalement, c'est vers 10 heures le soir. Là, si on a un confinement à 8-9 heures, ça semble niaiseux, là, mais dérégler juste un chien, il va falloir qu'on dérègle ça. Je ne pourrais plus aller me promener avec mon chien pour son dernier besoin du jour. Il y a quelque chose là-dedans qui est un peu hallucinant quand on est rendu qu'on entre dans l'intimité des gens à ce point-là. C'est extrêmement grave. J'ai un ami aussi qui me disait aujourd'hui, écoute, moi je vais faire mon épicerie le soir à 22 heures, 23 heures, parce qu'il y a des épiceries qui sont ouvertes un peu plus tard, parce qu'il n'y a personne. Lui, il n'aime pas ça croiser du monde, justement pour se protéger, puis justement parce que c'est une personne un peu plus vulnérable. Bien là, il va falloir qu'il aille pendant que tout le monde est là, pendant l'heure de pointe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à sa face même avec l'idée d'un confinement et d'un couvre-feu. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être lu. Si vous ne l'avez pas lu, je l'ai mise sur ma page Facebook depuis ce matin. J'ai envoyé une lettre aux 4 chefs, pas juste à François Legault, mais aussi aux 3 autres chefs à l'Assemblée nationale. Vous allez me dire que c'est tout pareil, vous n'avez pas nécessairement tort parce qu'ils ont malheureusement à peu près tous la même position présentement. Mais je leur ai envoyé une lettre pour leur dire, écoutez, deux choses. D'abord, quand on augmente les mesures coercitives et les mesures abusives au niveau sanitaire, vous avez un devoir, une responsabilité de nous prouver que ça fonctionne. Et je leur ai envoyé des liens où ils peuvent voir 26 études qui disent que le confinement ne fonctionne pas. Il n'y a pas de corrélation entre la diminution de la propagation d'un virus et le fait que il n'y a pas de que
plus les mesures sont coercitives et plus elles fonctionnent. Là, on me dit mes batteries sont faibles. Faudrait peut-être que je branche mon truc. Non, c'est pas grave, même si ça me dit que les batteries sont faibles. Et donc, il y a pas de corrélation présentement évidente au niveau scientifique entre un confinement et la réduction de la propagation du virus. D'ailleurs, si c'était si bon que ça, les mesures sanitaires, le Québec ne serait pas le pire endroit du continent, on serait le meilleur. Il n'y a aucun restaurant ailleurs en Amérique où sa salle à manger a été fermée aussi longtemps qu'au Québec. Il n'y a aucun endroit où on a attaqué autant les usines, l'industrie de la construction. Et pourtant, on a le bilan le plus désastreux. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se pose la bonne question. Si le confinement fonctionnait, on le saurait, on serait les champions, pas les cancres. Donc, avant de nous imposer des mesures dans notre démocratie, le fardeau de la preuve de ceux qui veulent nous enlever des libertés, qui veulent nous enlever des droits démocratiques et fondamentaux, bien, c'est sur les épaules des confineurs qui repose. Donc, c'est à eux de nous prouver que leurs mesures fonctionnent avant de nous en imposer encore davantage. Présentement, moi, je leur ai déposé des études puis des, euh, des recherches scientifiques qui démontrent que c'est le contraire. Donc, j'essaye d'avoir demain, avant même de nous proposer quoi que ce soit, le gouvernement a un devoir, puis les partis d'opposition qui l'appuient aussi, de nous prouver qu'il y a pas, il y a ils ont quelque chose, ils ont une étude scientifique qui leur prouve que leur régime va fonctionner, puis à quel niveau ça va fonctionner. On veut le savoir. Je vais lire d'autres questions parce que vous êtes nombreux là, à nous en envoyer au fur et à mesure. Là. Comment se fait-il que les trois partis d'opposition s'unissent avec le gouvernement de François Legault, me demande Yves Roy. Monsieur Roy, votre question, elle est très pertinente. Je me pose la même question que vous. Comment ça se fait que, d'abord, l'Assemblée nationale n'a plus de pouvoir. Hein, depuis qu'on a mis l'état d'urgence sanitaire, François Legault peut faire ce qu'il veut. Il n'a plus besoin de son Conseil des ministres, il n'a plus besoin de l'Assemblée nationale, il n'a même plus besoin des tribunaux. Il n'y a plus de contrepoids au Québec. Là, on a mis tous les pouvoirs pour la première fois de notre histoire pendant pratiquement 10 mois entre les mains d'un seul homme. Mais pire que ça, ceux qui sont supposés être l'opposition au Parlement, non seulement ils n'ont plus de pouvoir, mais ils ne sont même pas capables de se lever et de dire ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, François Legault les a tous contactés, les trois oppositions, pour leur annoncer en primeur ce qu'il allait annoncer demain, puis pour avoir leur appui. Il y a quelque chose là-dedans qui ne marche pas. Comment ça se fait qu'il n'y en a aucun de ceux-là qui a le courage de se lever? Où sont-ils? Comme, normalement, le rôle d'un parti d'opposition, c'est d'être critique minimalement puis de s'assurer que le gouvernement ne fait pas fausse route. On n'a aucun élu à l'Assemblée nationale sur les 125 qui représente un très fort pourcentage de la population québécoise. La démocratie est malade, pas juste parce qu'on a un état d'urgence sanitaire et que François Legault l'a aboli d'une certaine façon ou l'a mise sur pause, mais aussi parce que l'opposition, que ce soit les libéraux, les péquistes ou les solidaires, ils ne font pas leur travail au moment où on se parle. Et la raison, ben écoutez, là, toutes les raisons sont bonnes. Là. Moi, j'ai mes propres hypothèses, vous avez les vôtres. Il n'y a personne qui a la vérité parce qu'on ne le sait pas, il y a juste eux qui le savent, mais c'est effectivement incompréhensible pour l'ensemble de la population. Une autre question qui me vient maintenant de Sylvain Paillard qui me demande peuvent-ils peuvent-ils avouer qu'ils se sont trompés? C'est une excellente question, puis je me demande des fois si aujourd'hui on ne va pas subir les contre-coups d'un confinement encore plus dramatique parce qu'ils ont peur d'avouer qu'ils se sont trompés. Parce que si aujourd'hui François Legault annonçait ou demain il annonçait un déconfinement. Là, on serait obligé de dire, ouais, ça veut dire qu'il nous a confinés peut-être pour rien, ça veut dire qu'il est en train d'avouer que ça ne fonctionne pas. Donc, ils sont pris dans une logique où moins le confinement fonctionne, plus il faut confiner. Il y a quelque chose de complètement hallucinant dans cette logique-là. Il y a quelqu'un qui m'écrivait cette semaine, ça me fait penser à la danse de la pluie. Vous savez qu'il y a certaines croyances là, qui, dans certains endroits dans le monde où on pense que on peut danser, puis quand on danse, là, il se met à pleuvoir, là, que Mère Nature entend les danseurs. Et il me dit, là, aujourd'hui, on n'est pas en train de dire que la danse de la pluie n'est pas vraie. On est en train de dire c'est parce que vous ne dansez pas comme il faut qu'il ne pleut pas. C'est pas parce que la danse de la pluie, c'est une folie, c'est une idée un peu loufoque, mais c'est parce qu'on danse pas comme il faut. Et là, si on vraiment on met toutes les mesures en place puis que vous dansez comme il faut, il va pleuvoir. Il y a quelque chose là-dedans, c'est les anglophones disent du wishful thinking, là, et malheureusement, c'est un peu beaucoup ce qu'on vit à l'heure actuelle. Bon, d'autres questions.
Marie-Claude Laprès qui me demande: «J'espère juste que les accès au sport pour les enfants vont rester. Exemple, les patinoires et aller glisser.» Marie-Claude, c'est peut-être l'enjeu qui est le plus dévastateur à l'heure actuelle. Et je suis très heureux de voir que les pédiatres au Québec, hein, les médecins de vos enfants, sont encore une fois sortis pour demander, pour implorer que le gouvernement ne ferme pas les écoles et qui, comme prévu, rouvre les écoles dès lundi prochain, le 11 janvier, et même permette davantage de sport pour les plus jeunes. Je suis très content de voir qu'il y a encore certains médecins qui ne sont pas bâillonnés, hein, parce que malheureusement, à part les pédiatres, les autres médecins, vous savez que ceux qui ont parlé ont des problèmes présentement avec le Collège des médecins. Mais c'est quelque chose qui est assez particulier, qu'on n'écoute aucunement les scientifiques. François Legault a une cellule de crise composée de 17 personnes où il y a juste un seul scientifique, c'est le docteur Arruda. Il y a 15 personnes que c'est des politiciens, des attachés politiques ou des anciens chefs de cabinet. Et leur priorité, c'est de s'assurer que François Legault reste populaire dans les sondages. Ce pas des scientifiques, là, pas plus que vous ou moi, là. Et donc, puis de voir que quand les scientifiques se lèvent, quand les pédiatres, qui sont les meilleurs au Québec pour savoir ce qui se passe avec la jeunesse du Québec, se lèvent et disent ça n'a pas de sens, il ne faut pas confiner nos enfants, bien, le gouvernement est totalement sourd par rapport aux demandes de ces gens-là. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Il y a un, il y a un philosophe français qui, au cours des derniers jours, a dit, puis je veux vous le citer parce que ça m'a ébranlé lire ça, mais il a tellement raison. C'est André Comte-Sponville qui a dit, et je cite: «On est en train de sacrifier ou compromettre deux générations. Les 20 à 40 ans qui lancent leur carrière ou qui sont en ascension dans leur carrière et les moins de 20 ans qui sont à l'école.» Puis les pédiatres disent la même chose aujourd'hui. Ils disent qu'au nom des mesures sanitaires, on est en train de sacrifier une génération. Et cet élément-là, on l'entend très peu, puis le gouvernement ne le prend pas du tout en considération. Euh, Ils ne veulent même pas les écouter. Je sais pas, c'est complètement fou, mais c'est malheureusement la réalité dans laquelle on vit présentement. Une autre question. Cette question-là, je le sais, elle est revenue souvent, puis ça fait plusieurs jours que je l'entends. Geneviève Aymon, puis on est tous scandalisés quand on entend ça. Puis Geneviève a écrit: «Pourquoi laisse-t-on la SAQ et la SQDC ouvertes alors que nos enfants ne peuvent même pas faire du sport et ne peuvent pas socialiser?» C'est sûr que c'est complètement fou, hein. J'ai donné d'autres exemples, moi aussi. Je donnais l'exemple, on ne peut pas aller acheter des mitaines à nos enfants pour pas qu'ils se gèlent les mains, mais les adolescents, on peut aller leur acheter du pot et qu'ils se gèlent la face. On est rendu là dans le Québec de François Legault en janvier 2021. Puis moi, mon objectif, c'est pas de faire fermer la SAQ et la SQDC, là. Je pense pas que le but, c'est d'encore plus confiner le monde puis encore plus enlever ça, mais c'est de dire, gars, il y a d'autres choses à faire que de se geler à la face puis de se saouler. On peut aussi faire du sport. On n'a pas de mesures actuellement saines dont le gouvernement fait la promotion. Puis c'est clair que c'est un problème. Puis plus on ferme des commerces puis on en laisse certains ouverts, mais évidemment, il y a un attroupement encore plus important dans ce type de commerce-là qui va à l'encontre de ce que la santé publique nous dit de faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Mais j'ose pas dire, là, dénoncer que la SQDC puis la SAQ sont ouvertes parce qu'à chaque fois qu'on dit, regardez cette incohérence-là, il y a tel type de commerce qui est ouvert puis tel autre qui est fermé, le gouvernement, au lieu d'ouvrir ceux qui devraient ouvrir, il ferme ceux qui ne devraient pas fermer. Donc, je n'irai pas sur ce terrain-là, mais je comprends votre préoccupation, Geneviève. Vous avez tout à fait raison. J'ai maintenant Véronique, c'est-tu Poire? Je pense que oui, qui m'écrit: «J'espère que les écoles vont rester ouvertes.» Je sais que beaucoup de mamans, beaucoup de papas espèrent la même chose pour leurs enfants. Ce qu'on entend présentement, c'est que, vous le savez, le François Legault a dit depuis le début que sa priorité, c'était de laisser les écoles ouvertes. Et j'ose espérer que là-dessus, il ne va pas reculer aussi. Mais l'école à distance, c'est clair aussi que ce n'est pas nécessairement la meilleure solution. J'ai encore aujourd'hui plein de parents qui m'écrivent, là, qui me disent que leur enfant a eu 45 minutes sur un ordinateur, que ils racontaient qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant leurs vacances, que c'est une perte de temps, que ça démotive certaines personnes, certains enfants,
que l'école devient de plus en plus pénible, de plus en plus difficile, que les parents ne sont pas tous équipés, là, c'est pas tous des pédagogues, ils savent pas trop par quel bout prendre ça. C'est vraiment, vraiment pas évident. Beaucoup de frustration aussi de la part des enseignants qui sont comme des espèces de yo-yo qui doivent retourner en classe dans certains cas lundi et là, qui n'ont aucune espèce d'idée qu'est-ce qui va arriver. Puis si on leur annonce demain que ça ne sera finalement pas lundi, ça va être quoi les alternatives? Comment? Je veux dire, c'est encore une fois de l'improvisation. Puis, regarde, la meilleure solution, là, ça serait de ne pas toucher à ça, hein. On le dit, là, la stabilité pour les enfants, c'est extraordinairement important. Ils ont besoin d'une routine et on est en train de déstructurer un paquet d'enfants, de créer de l'anxiété artificiellement. Et le gouvernement, ça a l'air que ça compte pas en termes de santé. Puis cette génération-là, de toute façon, ils n'ont pas l'air à s'en occuper fort fort. Bernard Ouellette me demande pourquoi, au lieu de faire un confinement total, on ne ferait pas à l'inverse un déconfinement progressif. C'est une bonne question, puis ça rejoint un peu ce que je pense, Bernard. Vous mettez le doigt, vous aussi, sur quelque chose d'important. Euh, on voit, par exemple, moi, je suis un animateur de football, là. J'écoutais le football dimanche soir là, de la NFL, c'était la dernière saison. J'ai vu les parties là, qui sont particulièrement dans les États du sud des États-Unis. On voit beaucoup de partisans dans les estrades. On est à des années-lumière de ce qui se passe au Québec actuellement. Je me rappelle aussi qu'en Floride, hein, je sais qu'il y a beaucoup de Québécois, il y a beaucoup de snowbirds qui se trouvent en Floride présentement. Euh, puis je sais que quand la Floride a décidé de déconfiner il y a déjà quelques mois complètement, ou à peu près, là, en tout cas, ils ont des mesures beaucoup plus permissives qu'on a chez nous, les gens prévoyaient la catastrophe. Et allez voir les graphiques aujourd'hui. Là. Puis je ne suis pas en train de dire que le déconfinement va faire baisser le nombre de cas, là, pas du tout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à l'époque, la Californie puis la Floride, ces deux États très populeux aux États-Unis, avaient des statistiques très similaires. La Californie a adopté une méthode presque québécoise, là, beaucoup de coercition, beaucoup de restrictions, beaucoup de mesures sanitaires abusives. Et la Floride, au contraire, a déconfiné. Puis ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les cas ont continué à monter de façon très importante en Californie, alors que ça a stagné en Floride et l'écart entre les deux États se progresse de jour en jour. Donc, il y a de plus en plus de gens et de cas et de gens malades en Californie par rapport à la Floride, alors que les mesures sanitaires vont exactement dans le sens opposé. C'est quand même particulier. Et regardez aussi la carte des États-Unis. Prenez les 50 États, puis il y a un graphique, je pense que c'est Adrien Pouliot qui l'a mis sur sa page Facebook, là, ceux qui veulent aller voir ça. Vous voyez les 50 États en fonction de plus ils ont mis des mesures coercitives et le nombre de cas. Et ça donne une espèce de pizza. C'est-à-dire qu'il y a des points partout sur le graphique. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre de cas et les mesures coercitives. Donc, plus il y a de mesures, il n'y a pas nécessairement plus ou moins de cas. Ça dépend d'un État à l'autre. Il n'y a pas de lien nécessairement évident entre les deux. Le coronavirus, finalement, est peut-être plus intelligent que nos élus et que nos politiques publiques. Moi, c'est le message que j'ai compris de tout ça. Il y a Martin Sauvage ou Savage, qui dit même avec un confinement total, ça ne baisserait pas. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est de trouver des mesures où justement on va pouvoir de plus en plus vivre avec ce virus-là, qu'on le veuille ou non. Parce que on pensait au début que le vaccin était le remède miracle à tout ça. Puis on se rend compte d'abord que au rythme où on vaccine les Québécois, on en a pour plusieurs années, là, si j'ai bien compris. C'est la façon dont ça procède. Et ça aussi, c'est un autre problème. Là. Puis à un moment donné, il va falloir en parler du système de santé parce que c'est ça qui est le problème au Québec. Beaucoup, là, le coronavirus nous a juste rappelé que notre système de santé avait des failles très importantes et on le voit de plus en plus à tous les jours. Le système de santé au Québec était déjà à bout de souffle avant même l'arrivée d'un virus. Puis, à un moment donné, il va falloir qu'on accepte d'additionner la contribution du secteur privé, puis d'avoir de la concurrence dans ce milieu-là comme dans plein d'autres. Puis souvent, cette concurrence-là, ben, elle nivelle par le haut plutôt qu'avoir un monopole public qui présentement nivelle par le bas. Mais ça, c'est un autre débat. Puis il va falloir que François Legault l'ouvre ce débat-là, qu'il le veuille ou non. Vous savez, moi, je suis un ancien ADQiste. Hein, quand l'ADQ a fusionné avec la coalition Avenir Québec de François Legault, la condition sine qua non, c'était Gérard Deltel qui était chef à l'époque de l'ADQ, c'était qu'il y ait du privé en santé. François Legault était plutôt
réfractaires à cette idée-là, mais pour avoir l'ADQ avec lui, il a promis qu'il ouvrirait la porte au secteur privé en santé, qu'il permettrait notamment d'avoir des projets pilotes dans la région de Québec. Ben, je vous annonce qu'il n'a jamais donné suite à sa promesse. Puis aujourd'hui, on se ramasse avec le système de santé qu'on a. OK, maintenant, Tommy Fournier qui me demande une seule et unique question. Qu'est-ce que le gouvernement Legault attend pour cesser de prélever la TVQ? Le gouvernement Legault entend faire quoi de concret pour relancer notre économie? Ça, c'est un bon point, Tommy, là, parce que toutes les mesures qu'il annonce présentement, c'est des mesures, euh, j'allais dire, d'aide sociale, là, dans le sens, pas d'aide sociale comme ce qu'on connaît traditionnellement, mais de l'aide de l'État, que l'État donne de l'argent, puis on s'endette de plus en plus. Dans le fond, c'est un prêt. Tout l'argent qu'on reçoit, là, les gens disent hey, moi, là, j'ai reçu 40 000 avec mon entreprise, puis je vais être obligé juste de rembourser 30 000, fait que j'ai fait 10 000 puis le reste, c'est un prêt. Voyez-le pas comme ça, là. Voyez-le comme 30 000 que je vais être obligé de rembourser. Oui, que c'est un prêt, que vous allez t'endetter, vous allez devoir 30 000 de plus, vous allez dans le trou de 30 000 après. Mais le 10 000 là, c'est un prêt au niveau de l'ensemble des contribuables. Il va falloir qu'on le rembourse un jour ou l'autre, là, ce déficit-là. Et ça veut dire qu'on est en train de s'appauvrir à tous les jours parce qu'au lieu d'avoir une économie qui fonctionne, ben, on a une économie sur pause. Donc, l'idée d'arrêter de percevoir la TVQ, ça pourrait être une bonne idée, effectivement, parce qu'à court terme, ça nous donnera un peu d'oxygène, mais pendant ce temps-là, l'argent ne rentre pas dans les coffres, puis on continue à s'endetter. Donc, c'est une solution à court terme qui peut, oui, stimuler un peu l'économie, mais à long terme, pas convaincu que ça soit nécessairement viable. En fait, ça ne l'est pas pantoute, là. Et là, la question, puis là, la question revient à peu près de tout le monde, là, puis je sais que ça fait plusieurs fois que vous posez cette même question-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on est de plus en plus nombreux à réaliser que ça ne va pas, qu'on s'en va dans le mur, que le gouvernement Legault est totalement dans l'erreur dans sa gestion de la crise actuelle. Et on se dit comme citoyen, c'est un peu impuissant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, si vous me posez la question très personnellement, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de revenir en politique. Je vous l'ai déjà dit, je ne serais jamais revenu en politique s'il n'y avait pas cette crise-là aujourd'hui, ou s'il y avait eu des partis d'opposition qui s'étaient élevés et qui avaient fait leur job à l'Assemblée nationale. Si j'ai décidé d'être candidat à la direction du Parti conservateur du Québec, c'est parce que je pense qu'on a un devoir de se mobiliser puis d'offrir une alternative démocratique à ce gouvernement-là, puis aux trois oppositions qui ne sont pas mieux. Maintenant, vous, comme citoyen, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, d'abord, juste en étant là ce soir, vous faites quelque chose. Vous êtes en train de vous manifester démocratiquement. Là, je vois que vous êtes 1400 live présentement en ligne. Il y a des dizaines de milliers de personnes, de Québécois qui vont regarder la vidéo un peu plus tard aujourd'hui ou demain. Déjà, ça, c'est une action. Euh, je sais que je vous en ai parlé beaucoup, puis je sais que vous avez été très nombreux, puis je vous remercie. Là, on est rendu à presque 8-9 000 membres au Parti conservateur du Québec. Mais continuez à adhérer au Parti conservateur du Québec. Il y a une alternative démocratique pour vous qui ne tient pas le discours dominant de nos élus à l'Assemblée nationale. Plus vous allez être nombreux, plus on va envoyer un message fort. Il ne faut pas penser que c'est la désobéissance civile qui va régler le problème. À chaque fois qu'il y a des gens qui vont mettre le feu ou qui vont briser une fenêtre ou qui vont faire un acte criminel, vous allez nuire à la cause de ceux que vous pensez défendre. Il faut rester pacifique. Puis le gouvernement Legault, actuellement, on l'a dit tantôt, il n'écoute pas les scientifiques, il n'écoute pas les pédiatres, il n'écoute pas. Ils ont les yeux rivés sur les sondages. Hein? Tout ce que François Legault veut, là, c'est maintenir sa cote de popularité. Il était à 90 au moment où il a confiné le Québec au printemps en termes de satisfaction et de popularité. Là, il a vu sa cote de popularité, plus on se déconfinait, diminuer. Et là, il pense qu'en remettant encore plus de confinement, qu'il va remonter dans les sondages. Bien, on a un devoir comme citoyen, là, quand on répond à des sondages ou quand on devient membre du Parti conservateur du Québec, on lui envoie le message contraire. François Legault, il n'écoute pas les experts, il n'écoute pas les scientifiques, mais je peux vous dire une chose, il écoute en maudit les sondages. Parce que ce qu'il veut, là, c'est être populaire, c'est être réélu. Bien, envoyez-lui dès maintenant le message que ça ne passe plus. Puis ça, ben c'est ça. Vous avez différentes façons. Aujourd'hui, vous manifestez d'une façon, devenir membre, c'est une autre façon, répondre à un sondage, c'est une autre façon. Puis je sais qu'il y a des firmes de sondage qui ne nous incluent pas, qui n'ont pas l'honnêteté de mettre le Parti conservateur dans les choix de réponse. C'est très frustrant, j'en confesse, mais juste répondre autre parti ou aucun, ça envoie tout un signal.
Je vous donne un exemple. Le dernier léger marketing qui nous a exclus des choix de réponse, bien ici, dans la région de Québec, croyez-le ou non, l'opposition à la CAQ, c'est plus le Parti québécois ou Québec solidaire, c'est autre. Parce que le PQ, puis le Québec solidaire, puis les libéraux, puis la CAQ, c'est toute la même affaire. Fait que les gens commencent à répondre autre. Imaginez-vous, autre est rendu deuxième ou troisième dans les circonscriptions de Québec. Le jour où on va être premier, Legault va commencer à se demander qu'est-ce que c'est ça, autre. Puis même si Jean-Marc Léger ne veut pas le mettre, le mot Parti conservateur du Québec, il y a des gens qui vont comprendre que c'est ce que ça veut dire. Donc, continuez à répondre autre ou continuez à dire que le sondage est malhonnête et que vous ne voulez pas répondre, mais juste le pourcentage de gens qui ne répondent pas les partis qu'on leur offre comme choix, ça envoie ça aussi un signal assez clair. Merci. Je vais prendre une autre question. C'est Pedro Luis qui me demande jusqu'où le gouvernement a-t-il le droit d'aller? Ça, c'est la question au niveau légal. Est-ce qu'on peut légalement contester ça? Normalement, je vous dirais oui, dans une démocratie normale, mais on n'est plus dans une démocratie normale. On a adopté depuis plus de 9 mois, le gouvernement a choisi d'avoir un état d'urgence sanitaire où le pouvoir est concentré tout dans les mains du premier ministre. La seule réponse qui reste à offrir, c'est une élection. Il n'y a pas moyen au Québec là, de signer une pétition pour faire destituer un gouvernement. Je sais qu'il y a des endroits ailleurs dans le monde où ça existe. Là, il y a un recall là, qu'on appelle en bon québécois, mais au Québec, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas se débarrasser de notre gouvernement, même si d'un matin, on était 80 à vouloir s'en débarrasser. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est dans un système démocratique, on a des élections. Puis moi, je veux pas que ça change. Là. Je pense que c'est important qu'on ait une paix, une stabilité, une sécurité, puis qu'on le fasse de façon honnête, avec un bulletin de vote, puis qu'à tous les 4 ans, on décide qui sont nos élus, puis qui nous représentent, puis qui va être notre voix à l'Assemblée nationale du Québec. J'ai maintenant une question de Amélie Robitaille. Il faut agir et stopper tout ça, écrit-elle. Quels sont nos moyens efficaces? Vous avez une tribune, c'est beau parler, mais il faut des actions pour que ça cesse. Bon, ça va un peu dans le sens de ce que je viens de répondre. Là, vous avez raison, Amélie, puis il faut qu'on prenne des actions concrètes. Martin Lalancette et Mononcle Seb, c'est ça, c'est eux, me posent deux questions. Quel serait ton plan si tu étais en position de décider? Ça, c'est Martin qui pose ça. Et Mononcle Seb dit si c'était Duhem à la place de Legault, quelles seraient les mesures COVID annoncées demain? Bon, ben, c'est une très, très bonne question. C'est vrai qu'on a été très critique, tout le monde, au cours des dernières semaines, des derniers mois, des actions du gouvernement Legault. Mais à un moment donné, c'est bien beau critiquer, mais ça prend aussi des propositions concrètes. D'abord, la première chose que moi je ferais, c'est le système de santé. Je dirais, le gars, c'est pas vrai qu'on va laisser notre système de santé continuer à ne pas être capable de répondre à la demande. Comment se fait-il au Québec qu'au moment où je vous parle, il y a des milliers de personnes qui n'entrent pas travailler? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de gérer le personnel dans nos établissements? Quelle est l'importance du rôle? Quel est le rôle des syndicats dans tout ça? Comment on peut revoir le modèle, amener de la concurrence, amener de l'air frais de l'extérieur? Et à un moment donné, on va être obligé de le faire, le débat. Notre système, notre monopole public ne fonctionne de toute évidence pas du tout. Puis il va falloir avoir ce débat-là. Et moi, c'est un des débats que j'ai l'intention de faire d'ici la prochaine campagne électorale. Il va falloir qu'on puisse additionner la contribution du secteur privé. Et là-dessus, il faut qu'on fasse de quoi. Puis ça serait une mesure que j'annoncerai dès demain. D'ouvrir, écoutez, il y a des gens, j'en connais plein de gens là, dans l'industrie qui sont dans le privé, au niveau des cliniques notamment. Ces gens-là n'ont pas, on ne leur a pas encore demandé d'être à contribution. C'est quand même assez spécial. Je regardais même la vaccination. Là, on a tout le fouillis qui s'en vient au Québec. Là, on le voit venir. C'est écrit dans le ciel que ça va être bordélique. Déjà, vous voyez que le pourcentage de la population au Québec qui a été vaccinée est de beaucoup inférieur à ce qui se passe au sud de nos frontières. Hein. On décrit toujours le modèle américain comme étant l'enfer au niveau de la santé. Mais présentement, ils sont 4 à 5 fois plus rapides à vacciner leur population qu'on l'est présentement au Québec. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben justement, c'est des pharmacies privées notamment qui vaccinent du monde. Et ça serait beaucoup moins cher pour le gouvernement de dire à des cliniques privées ou à des pharmacies, vous pouvez vacciner, puis le gouvernement paierait, là, vous ne payeriez même pas. Là. C'est juste que ça coûterait moins cher au gouvernement, puis vous auriez beaucoup plus d'endroits puis de possibilités pour vous faire vacciner. Mais au Québec, on a une espèce de religion d'une certaine classe politique où le mot privé puis santé, ça ne peut pas être dans la même phrase. Puis c'est un dogme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une vache sacrée pour certains.
Mais de toute évidence, la vache sacrée, elle ne donne pas des résultats très efficaces présentement. Ça serait une chose que je ferais. L'autre chose que je ferais, ça va peut-être vous surprendre, mais je commencerai une commission d'enquête publique et indépendante sur la situation dans nos CHSLD. C'est pas acceptable ce qui s'est passé. L'hécatombe au Québec, hein, si on a des chiffres aussi désastreux, c'est à cause de la situation dans nos CHSLD. Puis le gouvernement Legault avait ouvert la porte à faire une commission d'enquête, mais il l'a rapidement refermée. C'est bizarre, hein? Il est très rapide à accuser tout le monde dans la société québécoise d'être responsable de la COVID. Les derniers en liste, là, évidemment, c'est les touristes tata, comme ils les appellent. Là. Je déteste ce mot-là, là, mais puis là, on va dire que c'est aussi les gens qui se sont réunis à Noël parce qu'ils sont allés souper avec leur mère ou avec leur beau-père à Noël. Avant ça, ça a été toutes sortes d'affaires. Ça a été une coiffeuse à Thetford Mines, ça a été un karaoké ici à Québec, ça a été les Covidios, les conspirationnistes, ça a même été la faute de Radio X, rappelez-vous, c'était la faute des bars, c'était la faute des restaurants, c'était la faute des gyms. C'est la faute de tout le monde. Mais bizarrement, là où ça arrive, c'est des établissements qui sont gérés par le gouvernement, mais c'est jamais de sa faute à lui. Puis on ne nous fournit jamais de chiffres. Avez-vous remarqué ça aussi? Ça, c'est l'autre problème. C'est le manque de transparence dans toute cette gestion-là qui pose énormément de problème. Guylaine, et mon Dieu, c'est quoi? Maro, je pense, je ne sais pas, Maro, je pense, oui. Bonjour, pourquoi les compagnies d'assurance telles que la Croix-Bleue qui assurent les voyageurs contre la COVID-19 ne prennent-elles pas le micro pour donner les statistiques de réclamation de ces voyageurs? Si nous sommes si dangereux, il faudrait sortir des chiffres de l'étranger. Ça, c'est une maudite bonne question, Guylaine, parce qu'effectivement, il y a des gens qui voyagent, là, parce que c'est pas vrai que les gens vont dans tout inclus, puis c'est le party, puis tout le monde, il n'y a pas de distanciation sociale, puis il n'y a aucun masque, puis il n'y a aucune norme. Là. On sait que c'est faux. D'ailleurs, les images qui ont été prises par certains médias, vous avez vu, là, ils nous disaient que c'était des tout inclus, mais on ne voyait pas des petits bracelets en plastique comme on voit dans les tout inclus. On voyait du monde avec le cooler puis le pack-sac ses épaules. Là. Donc, il y a des gens qui partent en voyage, qui peuvent prendre une assurance et les assureurs sont capables de mettre un prix puis évaluer le risque. Comment ça se fait que le gouvernement du Québec ne fait pas appel à ces entreprises-là, à ces compagnies d'assurance-là, pour savoir c'est quoi? Ce serait peut-être mieux, il serait peut-être pas mal mieux que de regarder des sondages, d'avoir des experts en communication politique pour les guider dans les décisions sanitaires actuelles. Éric Leclerc me pose une question. Pourquoi le métro n'a jamais été fermé? C'est un milieu pourtant propice à la propagation. C'est une excellente question. Euh, j'ai beaucoup de gens qui me parlent de ça aussi, du métro à Montréal. Puis on voit que les chiffres récents, là, c'est surtout à Montréal, encore une fois, que ça a recommencé à monter. Puis c'est là où les hôpitaux sont le plus à bout de souffle. J'ai une anecdote pour vous autres, vous allez trouver ça bizarre, là, mais c'est ma coiffeuse, là. Elle m'a dit récemment qu'elle ne pouvait pas aller porter sa collègue de travail avec qui, normalement, ils font du covoiturage, mais là, elle ne peut pas pour les raisons sanitaires. Ils ne peuvent pas se promener dans la même voiture ensemble, mais ils peuvent ensemble prendre le métro. Puis c'est sûr que tu te dis, mais comment, est où la logique? C'est vrai dans ce cas-là, mais c'est vrai dans un paquet d'autres, là, puis vous pouvez continuer à en écrire, là, il y en a un paquet d'exemples là, où il n'y a aucune logique derrière tout ça. Euh, on a de la misère à suivre où le gouvernement s'en va. Et si c'était davantage transparent, si le gouvernement nous donnait plus l'heure juste, si le gouvernement nous donnait des chiffres, si le gouvernement nous donnait les études scientifiques sur lesquelles il se base pour prendre ses décisions, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient favorables à ce qu'il est en train de faire. Mais malheureusement, ça se prend derrière des portes closes avec des experts en communication et en politique et on fait fausse route. Il n'y aura pas. Puis, oui, ça ne veut pas dire, là, puis là, faites attention. Là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas respecter les consignes et les mesures sanitaires. Je suis en train de vous dire qu'on les suit, mais qu'on n'y croit plus. On ne croit plus M. Legault. On ne croit plus le gouvernement. Puis, on suit les consignes parce qu'on est des bons citoyens, mais ils ont perdu l'autorité morale d'une certaine façon. On le fait parce qu'il faut le faire, parce que c'est illégal de ne pas le faire, mais on a comme l'impression que c'est totalement incohérent et ça mène nulle part. Je pense que c'est le sentiment qui en anime beaucoup d'entre nous. Puis là, je vois beaucoup de trolls aussi là, qui sont en train de m'invectiver. Puis c'est correct, là, je comprends que vous soyez fâchés, que vous soyez en colère. On l'est tous. Ça fait 9 mois, 10 mois, là. On est à bout de nerfs, bien du monde. Mais attaquer les gens qui questionnent le gouvernement et qui sont critiques par rapport à la façon de gérer la crise, vous faites fausse route. Canalisez vos énergies à vous poser des bonnes questions.
Puis je suis convaincu que plusieurs d'entre vous qui aujourd'hui nous insultez puis nous traitez de tout et non parce qu'on n'est pas d'accord avec les mesures annoncées, dans quelques mois, vous allez peut-être venir grossir nos rangs. Parce que vous allez vous rendre compte, comme de plus en plus de Québécois, que ça ne fonctionne pas puis les résultats ne sont pas au rendez-vous. J'ai lu beaucoup, plein d'études, puis évidemment, je ne suis pas un médecin, là, je ne suis pas un épidémiologiste, là, loin de là. J'écoute, par exemple, ces gens-là, contrairement à M. Legault, là, qui écoute pas pantoute ses pédiatres ces temps-ci. Là. Puis ce que j'ai compris, c'est que partout dans le monde, quand la COVID arrive, il y a une période de croissance, c'est une cloche, là. Il y a une période de croissance qui dure 6 à 8 semaines. Ensuite, il y a un plateau. Puis à partir de la 11, 12, 13e semaine, la courbe commence à redescendre. C'est pratiquement tout le temps les vagues de la COVID à peu près partout qui ont été observées, peu importe les restrictions, les mesures sanitaires qui ont été imposées, la courbe a suivi sensiblement la même tendance. Et à un moment donné, ben, tranquillement, là, on va s'en rendre compte. Puis ce qui est décevant présentement, c'est que c'est pas arrivé hier, la COVID. Là. Ça fait presque un an là, que c'est parmi nous, puis qu'on a de l'information à ce niveau-là. Puis on a l'impression que aujourd'hui, le gouvernement est encore pris les culottes aux genoux, pareil comme s'il venait de découvrir ça, puis il se met à courir. Puis qu'est-ce qui arrive quand on court, puis on est culotte aux genoux, on se plante, puis on tombe à pleine face. Puis c'est ce qui va arriver possiblement, malheureusement, encore une fois, au cours des prochaines semaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer les hôpitaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant... Ça, c'est l'autre truc. Là. Qu'est-ce que François Legault a fait depuis 6 mois pour s'assurer que la deuxième vague nous frappe moins durement? Vous vous rappelez, le docteur Arruda, il nous le disait au mois de mai, quand il annonçait qu'il déconfinait, il nous annonçait déjà qu'il était sûr à 99 qu'il y aurait une deuxième vague. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là pour que dans les hôpitaux, on soit davantage capable de répondre à la demande citoyenne? C'est très inquiétant de penser à la réponse parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été grand-chose. Puis je veux finir avec un troll parce qu'il y en a toujours quelques-uns qui se donnent le plaisir de nous donner de l'attention sur les réseaux sociaux quand on fait ces périodes de questions-réponses-là. Puis mon troll du jour, ben, c'est Jean-François David. Il m'a posé plusieurs questions, mais je vais en reprendre deux pour faire rire un peu le monde puis détendre un peu cette atmosphère en ces temps difficiles au Québec. Sa première question, c'est quelle sorte de vin tu buvais avec ton ballonné au ketchup? Parce qu'effectivement, pendant les vacances, c'est un classique. Dans mes vacances d'hiver et des fêtes, je fais tu sais, les petits chapeaux de ballonné, là, je fais ça de temps en temps, je fais un repas, puis j'ai pris la photo avec le ketchup, puis j'avais un verre de vin, donc c'était un Valpolicella qui a accompagné mon ballonné. Donc, Jean-François, ça me fait plaisir de répondre à ta question. Et ta deuxième question, c'était as-tu défait ton sapin de Noël? Ben oui, je l'ai défait samedi après-midi. Donc, mon sapin de Noël est bien rangé. Mia était bien contente. Donc, tout est parfait. Donc, Jean-François, vous êtes Monsieur David, mon troll du jour. Fait que, puis, comme je vous disais tantôt, là, euh, prenez-vous-en pas aux trolls. Là. Les trolls, ils veulent de l'attention. Là. Vous n'avez pas intérêt à les attaquer, à les ridiculiser, puis à embarquer dans leur jeu des insultes. Là. On n'avance pas comme ça. On a assez d'un gouvernement qui nous divise énormément entre Québécois ces temps-ci. Là. N'entrons pas dans leur jeu. Euh, il faut rassembler les Québécois. Il faut qu'on trouve des solutions constructives. Il faut qu'on cible nos mesures. On le sait maintenant. Là. Depuis 10 mois, on le sait, c'est qui les clientèles les plus à risque. On le sait qui on doit protéger, où on doit mettre nos ressources. Mais le gouvernement continue à nous imposer un one size fits all. Là. Il essaye d'étendre ça à tout le monde. Puis il y a beaucoup de gens, rappelez-vous, là, moi j'ai parlé d'extrémisme sanitaire le 22 novembre dernier quand j'ai lancé ma course à la direction du Parti conservateur. Je me suis beaucoup fait attaquer parce que j'avais dit ça. Bien, aujourd'hui, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont dire ouais, il y avait peut-être pas si tard que ça, hein, parce qu'il n'y a nulle part ailleurs sur le continent là, où il y a certaines mesures ont été appliquées de façon aussi abusive. Puis il n'y a nulle part ailleurs sur le continent où il est menace de ce qu'on est menacé présentement au Québec, de ce qui pourrait nous arriver demain soir à 17 heures. J'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles. De toute façon, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, moi, je ne crois pas qu'on va aller aussi loin que ce que le gouvernement a lancé comme ballon aujourd'hui. Je pense qu'on veut donner une bonne image à M. Legault. On veut nous dire, regardez, ça aurait pu être bien pire les mesures coercitives qu'on aurait pu vous imposer. Puis il va essayer encore une fois de passer pour un bon père de famille. Donc, demain, on va nous annoncer un confinement prolongé, qui est une erreur. Moi, demain, je vous l'ai dit, ce que j'annoncerais, c'est un déconfinement progressif.
puis une réforme fondamentale du système de santé, étudier ce qui s'est passé dans nos CHSLD, mais surtout pas continuer à brimer les Québécois de leurs libertés fondamentales, de leurs droits démocratiques. Ça, c'est une fausse route. Puis c'est là où on voit qu'on a une espèce de choc des valeurs présentement au Québec, là, que ça transcende la question politique, ça transcende les questions sanitaires. Dans quel Québec on veut vivre? On veut-tu vivre dans un Québec où une seule personne peut décider de tout? À quelle heure vous avez le droit de sortir votre chien ou non de chez vous? Il- Puis le risque, il va toujours exister. Il va toujours avoir des risques de toutes sortes de trucs. Puis les virus, il va toujours en avoir, là. Aujourd'hui, c'est la COVID. Demain, ça peut être autre chose, là. On a toujours fait face aux risques. Ça fait des générations. Jamais on nous a imposé des mesures restrictives aussi abusives que celles qu'on nous impose ces jours-ci. Puis il y a des gens qui hochent du bonnet, que la peur les fait paniquer, puis leur fait donner tous les pouvoirs à une seule personne. Puis il y a d'autres gens, comme la plupart d'entre vous qui écoutez présentement, comme moi, comme les gens du Parti conservateur du Québec qui disent non, non, ça n'a pas de sens. On croit d'abord et avant tout à des libertés fondamentales, puis on va se battre pour nos idées, on va se battre pour faire progresser cet idéal-là en terre québécoise. Je vous remercie de faire partie de ce nombre de gens-là. On est de plus en plus nombreux. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, continuez à adhérer au Parti conservateur du Québec. Je vous le dis là, le 17 avril prochain, si je suis élu chef du Parti conservateur, une des premières choses que je vais faire au lendemain de mon élection, c'est de vous dire exactement le nombre de membres qu'il y a dans le parti. Je sais que historiquement, le parti aimait ça, garder ça un peu plus secret. Je sais qu'il n'y a pas de culture de divulguer ça publiquement de façon trop évidente, mais moi, je vais vous donner exactement le nombre. Puis mon rêve, mon but d'ici là, c'est de m'assurer qu'il y en ait plus qu'il y en avait pour la CAQ lorsqu'ils sont allés en élection et qu'ils ont été élus. Ils étaient 11 500. On est à quelques milliers. Donc, si vous pouvez convaincre une personne de votre entourage, peut-être même dès ce soir, dès demain, on pourrait dépasser la CAQ. Puis le 17 avril, j'aurai une très bonne nouvelle. Puis ça, François Legault va comprendre le message pas mal plus que malheureusement les messages qu'on lui envoie tous et toutes ces jours-ci parce qu'il n'a pas l'air à vouloir nous écouter collectivement. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ça a été un peu plus long ce soir, mais je pense que c'est une soirée exceptionnelle. On vit une heure triste. Ça risque d'être demain un mercredi noir de l'histoire du Québec. Puis François Legault en portera la responsabilité. J'espère qu'on va éveiller des gens, on va en parler, que vous allez être des gens qui allez informer les gens dans votre environnement, dans votre entourage. La socialisation, le travail, c'est important au Québec. Et pour vous, c'est des valeurs fondamentales. Vos enfants sont précieux. On ne peut pas sacrifier une génération pour tenter peut-être d'en sauver une autre. Il y a quelque chose de totalement aberrant présentement. Et vous êtes ceux et celles qui sont en train de vous battre pour nos enfants, pour nos libertés. Puis je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux ce soir. Vous êtes plus nombreux qu'à l'habitude. Ça fait chaud au cœur. J'espère qu'on aura la chance de se parler bientôt. Je ne sais pas si je vais en faire un autre demain soir. Je vais voir ce qu'ils vont annoncer, mais ce n'est pas impossible qu'on se reparle demain, même heure, même poste. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Bye.